Quelques minutes avant minuit, dans la nuit du 11 février 1942, 3 navires de guerre allemands quittent furtivement le port de Brest, dans l'ouest de la France. Le lendemain, à l'aube, on les retrouve traversant la Manche à plein régime en direction de Douvres. Deux jours plus tard, à l'étonnement et au soulagement de leurs équipages, ils atteignent les eaux territoriales allemandes sans que ni la marine ni l'aviation britannique n'aient réussi à les arrêter. Cette évasion audacieuse au nez et à la barbe des Britanniques est restée dans l'histoire sous le nom de Channel Dash ou Opération Cerberus. Ce véritable exploit maritime a pris les Britanniques totalement au dépourvu. Ils avaient pourtant été prévenus que 3 navires, le Scharnhorst, le Gneisenau et le Prinz Eugen, risquaient de tenter une sortie. Ils avaient même préparé un plan pour parer à cette éventualité, mais une série d'erreurs l'ont rendu totalement inopérant. Tout d'abord, ce plan était trop compliqué et il n'y avait personne, homme ou institution, pour en assurer le contrôle. Ensuite, il y avait un manque total de coordination entre la marine et l'aviation britannique. Enfin, les Britanniques étaient certains que les Allemands ne tenteraient pas de traverser le détroit de Douvres de jour, les Anglais y patrouillant en permanence. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, en septembre 1939, l'Allemagne sait que la Grande-Bretagne ne peut survivre que si les voies maritimes restent ouvertes aux navires de marchandises. Hitler décide donc de couler le plus grand nombre possible de navires de marchandises, utilisant pour cela des navires de surface et des sous-marins. Ainsi, durant les 3 premiers mois de la guerre, la Grande-Bretagne perd 114 navires de marchandises. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend. Juste avant que la guerre n'éclate, 2 cuirassés de poche allemands, le Graf Spee et le Deutschland, prennent la mer avec pour mission de couler le plus de navires marchands britanniques possible dans l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. À eux deux, ils ont une puissance de feu supérieure à tous les croiseurs lourds de la Royal Navy. Et seulement 3 bâtiments parmi les fleurons de la marine britannique les dépassent en vitesse. En octobre 1939, Hitler commence à se soucier de la sécurité du Deutschland, qui reçoit l'ordre de revenir dans les eaux territoriales nationales après avoir coulé seulement 3 navires. Le Graf Spee, lui, reste en mer. Le 7 décembre de la même année, il a déjà coulé 9 navires dans le Pacifique Sud et l'océan Indien. Puis il met le cap sur le Rio de la Plata, situé entre l'Uruguay et l'Argentine, 2 pays neutres, toujours à l'affût de nouvelles proies. Mais cette fois, la chance lui fait défaut. Le Graf Spee se fait piéger par 3 croiseurs de la Royal Navy, l'Ajax, l'Achille et l'Exeter. Après une bataille enragée, le Graf Spee est tellement endommagé qu'il se voit forcé de fuir vers Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Quelques jours plus tard, il repart en direction de l'estuaire de Rio de la Plata, où il est sabordé par son propre équipage. Son capitaine, qui ne peut supporter la perte de son navire bien-aimé, se suicide. Mais la marine allemande possède encore une flotte de puissants bâtiments de guerre. 2 d'entre eux, les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau, coulent 115 000 tonnes de marchandises au cours des mois de février et mars 1941.
Puis ils font route vers Brest pour y subir une révision complète et des réparations. Les deux navires se font alors piéger par des bombardiers de la RAF qui tentent de les mettre hors d'état de nuire. À la suite d'un raid anglais, une cale endommagée force le Gneisenau à quitter le port. Il est touché par la torpille d'un Bristol Beaufort, un bombardier torpilleur britannique. Le Gneisenau doit rester plusieurs mois en cale à Brest pour y subir des réparations au lieu d'aller chasser les navires de marchandises dans l'Atlantique. En mai 1941, Hitler envoie pour le remplacer le Bismarck, un redoutable cuirassé de 50 000 tonnes. Vers la fin du même mois, le Bismarck coule le cuirassé britannique Hood, faisant de très lourdes pertes humaines. Mais durant cette bataille qui s'est déroulée au large des côtes du Groenland dans l'Atlantique Nord, le Bismarck a été endommagé. Il est obligé de faire route sur Brest. La Royal Navy le rattrape et le coule alors qu'il est encore à 700 milles des terres. Plus de 2000 hommes périssent dans le naufrage. Pendant ce temps, le croiseur lourd Prinz Eugen rejoint le Scharnhorst et le Gneisenau à Brest. Hitler a mal vécu la perte du Bismarck, qu'il avait personnellement inauguré en février 1939. Il ordonne l'arrêt immédiat de toute incursion dans l'Atlantique. Les Britanniques savaient depuis longtemps qu'un jour ou l'autre, les navires allemands tenteraient de sortir de Brest. En avril 1941, ils avaient même élaboré un plan pour tenter de parer à une telle éventualité. Ce plan porte le nom d'Opération Fuller. Le commandement côtier de la RAF guette tous les signes qui pourraient laisser penser que des navires s'apprêtent à quitter leur port. Ils sont assistés par des patrouilles de sous-marins. La résistance française les aide aussi en leur signalant tout mouvement suspect dans le port de Brest et dans ses environs. Si les navires allemands tentent une sortie, ordre est donné aux bombardiers torpilleurs du commandement côtier et aux avions de l'aéronautique navale de les attaquer immédiatement. Les forces du commandement du bombardement de la RAF sont mises à contribution. Le commandement de la chasse doit quant à lui fournir des escortes aux avions de combat. Les forces navales et les forces aériennes sont renforcées par les batteries côtières qui défendent le détroit de Douvres dans la Manche. Des radars doivent suivre le mouvement des navires. Mais ce plan présente tant de défauts qu'il est voué à l'échec. Le principal d'entre eux réside dans la conviction qu'ont les Anglais que jamais les navires allemands ne tenteront de traverser la Manche de jour. Ils ne peuvent pas être plus loin de la vérité. Au début de 1942, Hitler est obnubilé par l'idée que les Britanniques veulent envahir la Norvège occupée par les Allemands. Le 26 décembre 1941, l'Angleterre a lancé une audacieuse opération commando contre la garnison côtière de Vaxo, en Norvège. Cette opération couronnée de succès se solde pour les Allemands par la perte de plusieurs navires marchands et la destruction d'une grande quantité de matériel militaire. Hitler est certain que ce raid n'est que le prélude à une attaque de grande envergure contre la Norvège. En conséquence, il ordonne que tous les navires allemands en bon ordre de marche soient concentrés dans les eaux territoriales norvégiennes. Le commandant en chef de la marine allemande, le grand amiral Erich Rieder et ses officiers supérieurs sont en désaccord avec lui. Mais Hitler reste sur ses positions. 3 des navires que réclame Hitler, le Scharnhorst, le Gneisenau et le Prinz Eugen, sont toujours bloqués à Brest, cachés sous des filets de camouflage. Hitler est convaincu que plus ces navires restent à Brest, plus ils risquent d'être victimes d'un raid aérien, même si le port est très bien défendu. Il explique à Rieder comment ils peuvent s'échapper. Selon lui, si les 3 navires traversent la Manche de jour, il est fort à parier qu'ils prennent l'ennemi totalement par surprise.
Le vice-amiral Ciliax, l'officier général de la marine allemande à Brest, reçoit alors l'ordre de s'occuper des détails du plan. Lui et ses officiers établissent rapidement un plan audacieux qui prévoit de quitter Brest de nuit et de traverser le détroit de Douvres le lendemain. Hitler approuve le plan détaillé le 22 janvier 1942. Les navires doivent quitter Brest peu avant minuit le soir du 11 février pour atteindre Cherbourg à l'aube. Durant cette partie du voyage, ils seront escortés par 6 destroyers. Ensuite, ils bénéficieront d'une couverture aérienne permanente fournie par des chasseurs Bf-109 tout au long de la journée. Adolf Galland, le légendaire pilote allemand, vient d'être nommé général de la chasse. Une fois que le groupe aura atteint Berck-sur-Mer, les navires seront couverts par des flottilles de torpilleurs qui les suivront tout au long du dangereux détroit de Douvres, endroit où la Manche est la plus étroite. Ensuite, les navires doivent poursuivre leur route sol jusqu'au port de Wilhelmshaven et Brunsbüttel en Allemagne. Les Allemands, ne voulant pas courir le risque d'être repérés, décident de couper tout contact radio. Pour éviter tout soupçon, avant même que les bateaux ne quittent le port, les officiers et les hommes d'équipage des 3 bateaux reçoivent une invitation à une réception qui doit se tenir le 12 février. Mais malgré ce plan minutieusement préparé, le départ qui était prévu à 22h45 le 11 février manque d'être retardé. En effet, peu de temps avant le départ, la RAF lance une nouvelle attaque sur Brest. Jusqu'au dernier moment, personne ne sait si les navires pourront partir. Mais finalement, le raid prend fin avant l'heure de départ prévue. À minuit, les navires sont partis. Les Allemands sont aidés par le fait que le sous-marin qui surveille habituellement l'entrée du port de Brest a dû quitter son poste pour recharger ses batteries. Comble de malchance pour les Anglais, le radar dont se servent les patrouilles aériennes à l'approche de Brest ne fonctionne pas bien ce jour-là. Les Anglais ne peuvent donc pas savoir que le Scharnhorst, le Gneisenau et le Prinz Eugen sont maintenant en mer. Ce n'est que dans la matinée du 12 février que 2 Spitfires en patrouille de routine repèrent des navires allemands. Ils sont déjà en train de remonter la Manche. Mais les pilotes ayant reçu l'ordre de maintenir le silence radio, ils ne peuvent rapporter ce qu'ils ont vu qu'à leur retour, peu après 11 heures. L'amiral britannique Sir Bertram Ramsay, responsable de la défense de Douvres, n'est prévenu qu'à 11h25 qu'une importante flotte de navires allemands traverse la Manche à vive allure. Ils ne sont plus qu'à 1 heure du détroit de Douvres. Les Britanniques, comprenant enfin ce qui est en train de se passer, tentent désespérément d'enclencher l'opération Fuller. Ils disposent des navires torpilleurs du commandement côtier près de Portsmouth, des Swordfish, avions bombardiers torpilleurs de l'aéronautique navale à Manston, dans le Kent, et d'une flottille de destroyers à Harwich, dans la mer du Nord. Les hommes et les équipements du commandement du bombardement sont aussi à la disposition de l'opération Fuller.
Ramsay dispose enfin d'une flotte de vedettes lance-torpilles basée à Douvres. Mais ce plan est d'avance voué à l'échec. Personne n'a été nommé à la tête des opérations. Et le succès du plan dépend aussi d'une coopération entre la marine et l'aviation qui n'a jamais eu lieu auparavant. L'opération Fouleur risque donc de tourner au désastre. Le matin du 12 février 1942, couverts par les chasseurs Bf 109, les 3 navires allemands poursuivent leur course à travers la Manche. Vers midi, ils approchent du détroit de Douvres et espèrent que la voie est dégagée. À 12h18, les batteries côtières de Douvres ouvrent le feu. Malgré un feu nourri, elles n'arrivent à toucher aucun des 3 navires. L'amiral Ramsay ordonne aux vedettes lance-torpilles basées à Douvres de passer à l'attaque immédiatement. Mais elles en sont empêchées par des problèmes mécaniques. Il fait également appel aux Swordfish. Ils opèrent en général à partir de porte-avions, mais sont maintenant, eux aussi, basés à Douvres. On annonce aux Swordfish que 5 escadrons de Spitfires, soit 60 avions au total, viennent de décoller des aéroports situés autour de Londres pour les escorter jusqu'à leur cible. Pendant ce temps, on prépare rapidement les Swordfish. Mais les Spitfires ont du retard. Le lieutenant-commandant Eugène Esmonde, qui est à la tête de l'escadre de Swordfish, décide de ne pas les attendre. Mais sans la protection des avions de chasse, ces biplans un peu lourdeaux sont totalement démunis en cas d'attaque. Pendant ce temps, les navires allemands poursuivent leur route, avec à leur bord des équipages qui n'en reviennent pas de leur chance. L'escadre de 6 Swordfish repère les navires allemands à 12h40. Immédiatement, ils lancent une attaque. Ils sont accueillis par des tirs de DCA. Les avions de chasse allemands représentent aussi pour eux une menace sérieuse. Les Swordfish sont tous abattus. Eugène Esmonde, leur leader, a reçu la Victoria Cross à titre posthume, la plus haute distinction britannique récompensant la bravoure. Les Spitfires arrivent beaucoup trop tard pour être d'une quelconque utilité. Les unités du commandement du bombardement entrent alors en action. Durant les quelques heures qui suivent, des centaines de bombes sont larguées sans qu'aucune n'atteigne sa cible. Les navires allemands ont maintenant quitté la Manche et poursuivent leur route sur la mer du Nord. Les destroyers basés à Harwich tentent bien de les arrêter, mais leur attaque échoue. Alors que le soir tombe, il semble que le pari fou d'Hitler soit sur le point d'être gagné et que ses navires arrivent à s'en sortir indemnes. Mais dans la nuit du 12 février, le Gneisenau puis le Scharnhorst heurtent des mines flottantes. Aucun des deux vaisseaux n'est assez sérieusement touché pour que cela l'empêche de poursuivre sa route. Dans les premières heures du 13 février, les navires approchent d'un port où ils seront enfin en sécurité.
S'ils ont survécu à cette course folle à travers la Manche, c'est en grande partie grâce aux erreurs commises du côté anglais. L'absence de chef à la tête de l'opération, la mauvaise coopération entre les différents corps d'armée et le refus de penser que les Allemands pourraient traverser la Manche en plein jour, tous ces facteurs ont contribué au désastre que l'on connaît. Hitler est bien sûr fou de joie. C'est un merveilleux coup de propagande qui donne un véritable coup de fouet à l'effort de guerre allemand. En revanche, c'est une mauvaise période pour les Britanniques. Les terribles U-boats dévastent littéralement la flotte marchande dans l'Atlantique. Pire encore, 2 jours après cet épisode peu glorieux, la prétendument imprenable forteresse de Singapour tombe aux mains des Japonais. Le mois de février 1942 semble marqué par une terrible série d'erreurs du côté britannique. Winston Churchill a dit alors que c'était la plus mauvaise passe qu'il ait jamais connue jusque-là.